Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Les vraies voix, en ce lundi 24 avril, je suis tout seul aujourd'hui. Stéphanie Melru a passé une semaine avec nous et on a eu la bise, je l'ai eu ce matin au téléphone de Cécile de Ménibus qui est dans les starting blocks, là on dirait Usain Bolt au départ d'un 100 mètres olympique et qui sera de retour demain et qui embrasse l'ensemble des vraies voix et des auditeurs. Au menu des vraies voix, à 17h30, faut-il maintenir le bouclier tarifaire sur l'électricité pour les entreprises? Oui, il avait été mis en place pour limiter la hausse des factures des ménages français. Il était maintenu théoriquement jusqu'en 2025, si on en croit Bruno Le Maire vendredi. Pas tout à fait, puisqu'hier, le ministre délégué à l'industrie, Roland Lescure, a déclaré que le bouclier ne serait pour l'instant pas prolongé pour les entreprises. Contraint par l'agenda européen, le ministre explique qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont pas besoin d'aide et que, si nécessaire, la proposition pourra être examinée à l'automne. Vous êtes entrepreneur, vous avez une facture d'énergie qui a explosé ou vous avez pu négocier avec le fournisseur d'énergie. Venez nous expliquer tout et nous le dire et parler vrai au 0826 300 300. À 18h30, notre grand débat. Il y a un an aujourd'hui, Emmanuel Macron était réélu et il est au plus bas dans les sondages de popularité depuis la crise des Gilets jaunes. 26,7% d'opinion favorable le 17 avril et décrié même par la presse internationale. Alors dans une interview donnée aux Parisiens, Emmanuel Macron a estimé n'avoir pas de leçons à recevoir. Pour lui, une chose est sûre et certaine, il faut pouvoir répondre aux défis du pays sans installer une habitude du mensonge ou du déni réel. Est-ce que pour vous, Emmanuel Macron est comme un certain Alain Juppé en 1995, droit dans ses bottes, ou est-ce qu'il est plus déconnecté de jamais? Dans tous les cas de figure, et ça sonne déjà, un seul numéro de téléphone, le 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio. Et nos éditorialistes du jour, superbes, tout en bleu, le président de l'Institut de la Parole, monsieur le président, monsieur le procureur, monsieur l'animateur, Philippe Bilger. Non, je ne voudrais pas qu'on commence l'émission par un mensonge. Mais c'est vrai que c'est une idée, hein. Je te verrais très bien, Pape. Oui, mais écoute, il ne faut pas avoir été marié. Hein. Ah oui, mince, pardon. Alors, comme un pape du XVIe siècle, peut-être. C'est une idée. Vous l'avez entendu, il a écrit, son dernier livre s'appelle Pollution, publié chez Albin Michel, artiste et essayiste. Vous, je vous appellerai pas sa sainteté. Non, effectivement, Bonsoir, je n'ai pas cette prétention, mais je peux coacher les autres éventuellement, puisque je ne peux pas occuper cette place moi-même. Je suis content d'être essayiste, réussi. Ça va, Tom? Ça va pas mal, très bon week-end, mais un peu triste de ne pas voir Cécile, mais on la retrouve demain. Mais j'espère que vous serez à la hauteur. Ah bah, on va essayer, on va faire ce qu'on peut, avec ses faibles moyens. Enfin, avec mes faibles moyens, bien évidemment. Et l'homme qui a fait fortune grâce aux consultations qu'il fait avec les vraies voix. Jean Dorido, docteur en psychologie et créateur de l'application Zenfi. Bonsoir les amis, bonsoir. Toutes les vraies voix consultent chez vous. Vous savez qu'il y a un secret professionnel qui m'empêche de dévoiler l'identité de mes clientes et de mes clients. Bien sûr. Bon, même pas une vraie voix. Même pas une vraie voix. Mais est-ce que les rumeurs donc, de plusieurs millions d'euros par mois pour les consultations sont vraies ou... si seulement ça pouvait être vrai, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Vous avez passé un beau week-end, les vraies voix? Très beau. Top. Excellent. Excellent. Vous avez fait le beauf devant la télé? J'ai fait un peu le beauf hier, mais je suis allé au cinéma tout de même. Et samedi, super, convivial, social, avec des gens intéressants. Magnifique. Bon, ça arrive, hein. Oui, magnifique. Bien sûr. Notre vraie voix du jour, direction Limoges. Bonsoir, Benoît. Bonsoir. Comment va Benoît? Et quel temps fait-il à Limoges? Mais ça va très bien, je suis ravi d'être avec vous. Et on est ravi de vous avoir parmi nous. Et évidemment. Puis il fait gris, mais il fait pas trop mauvais. Alors on vous prévient, on vous a mitonné un petit quiz mix de questions d'actualité et de Kikadi qui va pas être piqué des hannetons. Super. Vous avez déjà une idée de quelle vraie voix vous allez vouloir affronter dans un combat qui rappellera les duels Borg-McEnroe ou Federer-Nadal? Je dirais Philippe Bilger. Tiens, c'est bien. Voilà. Il y en a, je les adore, ils veulent me voir perdre. Et comme je mords assez régulièrement la poussière médiatique, ça va devenir très dangereux. Bon, je vois que c'est en train vous de... êtes adorable. C'est pas mal cette expression, mordre la poussière médiatique. Je connaissais pas, mais c'est joliment dit. C'est mordre la poussière. Et comme on est dans les médias avec le meilleur animateur de Sud Radio...
Merci. Après Patrick Roger, bien sûr. Benoît, Jacques Bourdin et André Bercoff. Bien sûr, en toute Et après, je vais me retrouver en dernier. Non, Benoît, on vous retrouve tout à l'heure. Vous avez micro ouvert pendant les 2 heures d'émission. Et tout de suite, la chanson du jour. Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces Et pourquoi Véronique Sanson? Ah, je crois que c'était Patrick Bruel. Non. Je sais pas, Parce il y a un qu'elle fête anniversaire. ses 74 printemps aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Seulement. Et je vais vous donner une phrase d'anthologie prononcée par Félix Mathieu en préparant l'émission. La radio, c'est mieux avec son que sans son. Oh, C'est vrai. joli calembour. C'est formidable. Elle est très bonne. Hein. Non, mais Et elle j'ai est- promis à Félix que je la citerai à l'antenne. Mais elle Vous est l'avez exceptionnelle. Hein. Alors c'était aussi l'anniversaire de Barbara Streisand. Il y en avait pas mal, mais on a préféré mettre Véronique Sanson. Vous êtes un homme qui sait tenir ses promesses dans les domaines importants. Non, Allez. mais c'est vrai que c'est devenu un monument, cette Ah oui. femme. C'est devenu Ah, et vraiment puis, une légende les vivante. chansons du Les début chansons étaient sont merveilleuses. Ah oui, Vancouver, etc. C'est magnifique. Ah, c'est déjà, pour moi, c'est Non, c'est très bon. amoureux. c'est très bon. Allez, on passe au réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Et Bilger. monsieur le procureur veut requérir contre les BA en politique, notamment pour la préparation des Jeux Olympiques de Paris. Oui, alors... Bien autant, dans le micro, tournez oui. bien le micro, tournez-le vers vous. Vous avez raison, mon cher Philippe. Là, c'est parfait. Allez-y. Non, non, mais Oula, ça- allez-y. Ça branle. Ça branle le micro. Non, non, mais allez-y, ne touchez plus rien. Mettez-vous en face. Mettez-vous en face. Il va tout casser. D'avoir mauvais esprit en permanence. Mais Bon, c'est non, pas j'y nous qui vais. avons commencé. J'y vais. En réalité, c'est vrai que ça m'est venu à l'esprit en entendant la critique de Rachida Dati sur ce qu'elle appelle l'impréparation des Jeux Olympiques et évidemment une charge contre Anne Hidalgo. Et je veux bien croire que les Jeux Olympiques ne soient pas préparés comme ils devraient. Non pas que je me penche en permanence sur le problème, mais j'ai l'impression que Rachida Dati, malgré sa volonté de s'opposer à Anne Hidalgo, est plus plausible dans cette espèce d'analyse que la maire de Paris. J'ajoute que, et c'est mon point de vue, entre la béatitude absolue et la critique systématique, il y a peut-être un juste milieu qui permet d'avoir une critique argumentée et fondée. Et tout ce que je lis, et notamment je pense à Guy Ruth et à d'autres, montre que les Jeux Olympiques de Paris ne vont pas être une longue scène tranquille, si j'ose dire, en faisant référence à la cérémonie d'ouverture. Mais précisément, qu'est-ce qu'elle reproche exactement à Anne Hidalgo? Qu'on n'est pas prêt Oui, sur mais- le plan de la sécurité. Oui, La mais sécurité, Tom, ouais. vous me pardonnerez de n'être pas allé dans les coulisses Bien sûr, bien sûr. des Jeux Olympiques de Paris. Mais alors, problème de sécurité, pas assez d'argent ou on en dépense trop. Les critiques sont assez multiformes. J'évoquais Guy Ruth, Rachida Dati. Si vous lisez Le Parisien, qui en général est, je crois, votre lecture de base, Oui, hein, tous les eh bien, matins, vous hein. verrez, il y a quelque chose Allez, d'intéressant. un mot. Ouais, non, Tom mais- Conan, un mot, Jean Dorido. Effectivement, il n'y a pas énormément d'informations sur les JO qui arrivent quand même dans très peu de temps. Moi, finalement, les deux choses que j'ai retenues, c'est d'un côté, ça n'a même rien à voir l'un avec l'autre. D'un côté, la spéculation des Airbnb dans quelques mois qui va s'installer de manière assez hallucinante avec des triplements, quadruplements de prix pour pouvoir profiter de la période d'activité. Éventuellement, des gens qui vont enlever leurs locataires pour pouvoir faire cette petite spéculation sympathique pendant quelques semaines. Donc, c'est pas très intéressant et très sportif non plus. Et de l'autre côté, des appels à bénévoles, mais on ne sait pas trop pour faire quel type de tâche, mais il n'y a pas de lisibilité effectivement de ce qui va se passer. Jean Dorido. Oui, alors, sans vouloir tomber dans l'Hidalgo bashing, ce que je regrette, c'est qu'on connaît, surtout en psychologie, le plaisir de l'attente, la réjouissance avant la fête. Ouais. Et c'est quand même, quoi qu'on pense des JO... Le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier, disait Vous Clémenceau. avez lu dans mes pensées, Philippe On David. savait qu'elle Je viendrait. me suis auto-censuré. Oui, j'ai pas voulu faire cette référence un peu olé olé. 17h13, on est déjà dans le salle. Le plaisir de l'attente, c'est quand même délicieux. Et quoi qu'on pense des JO, c'est quand même une fête inouïe d'avoir les JO en France, en plus à Paris. Et c'est un fait que pour vivre dans Paris, je ne vois pas même d'anneaux olympiques, de grandes toiles. On pourrait cette espèce C'est vrai. d'effervescence comme ça. Les Parisiens
vous disent toutes et tous qui vont se barrer pour les JO, qui vont effectivement louer leur appart pour gagner de l'argent. Et c'est triste, je trouve, qu'il n'y ait pas d'enthousiasme, qu'il n'y ait pas cette effervescence. C'est quand même un événement mondial, les JO. C'est en France, ben voilà, même quand on n'est pas pour, je veux dire, autant se faire une raison. Et là, c'est vrai que c'est très très raplapla et c'est dommage. Les vraies voix, 17h14 à 17h30, notre premier débat. Dans les vraies voix, on vous pose cette question. Faut-il maintenir le bouclier tarifaire sur l'électricité pour les entreprises, puisqu'il priori, il y a, sans mauvais jeu de mots, de l'eau dans le gaz? Vous voulez réagir, vous êtes entrepreneur, vous avez une entreprise et vous n'arrivez plus à payer vos factures d'électricité, ou vous avez trouvé une méthode pour négocier, ou vous avez trouvé le système D. Dans tous les cas, on vous attend au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants pour les 3 mots de l'actu de Félix Mathieu. Restez. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Jean Dorido, Tom Conan. C'est l'heure des 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. 3 mots, expulsion, évacuation et sumo. Expulsion de migrants comoriens à Mayotte, c'est l'opération Wambouchou. Les Comores dénoncent une action unilatérale de la France et refusent d'accueillir les bateaux avec les expulsés. Des évacuations d'étrangers qui continuent au Soudan face au combat entre armées et paramilitaires. La France ferme son ambassade à Khartoum. Elle n'est plus un point de passage, l'ambassade, pour fuir le pays. Et puis on va finir par une étrange tradition au Japon, le festival des bébés sumo qui pleurent. Le but du jeu, arriver à faire pleurer son bébé en premier avant les autres en l'effrayant avec des masques. C'est bon pour sa santé, paraît-il. Les vraies voix Sud Radio. On n'arrêtera pas les opérations contre la délinquance et les bidonvilles. Déclaration tout à l'heure du préfet de Mayotte à quelques pas des affrontements entre les CRS et les jeunes de ces bidonvilles du 101e département français dans l'océan Indien. Depuis plusieurs jours, la France déloge ces migrants illégaux pour les renvoyer. Sauf que les Comores indiquent aujourd'hui refuser désormais l'accostage des bateaux français dans leur port. Tant que la partie française décidera de faire les choses de façon unilatérale, nous prendrons nos responsabilités. Aucun expulsé ne rentrera dans un port sous souveraineté comorienne. C'est ce que déclare le ministre comorien de l'Intérieur. Le préfet, de son côté, dit espérer pouvoir reprendre rapidement les rotations de navires vers les Comores. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec Pierre qui habite à Mamoudzou. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter ce que vous voyez tout simplement autour de vous? Comment ça se passe concrètement cette opération Wambouchou? Vous avez vu les forces de l'ordre se préparer depuis plusieurs jours. Oui, tout à fait. C'est déjà plusieurs semaines que arrivent énormément de forces de l'ordre de métropole. Et aujourd'hui, on a pu constater de très nombreux véhicules blindés qui circulaient dans Mamoudzou. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils se sont logés tant bien que mal, donc vous saviez qu'il allait se passer quelque chose? Ah oui, depuis cet article dans le Canard enchaîné du mois de février, on était au courant plus ou moins par la rumeur et le candidaton de ces opérations qui sont arrivées après l'Aïd el-Fitr et la fin du Ramadan. Les autorités administratives n'avaient pas du tout démenti ces opérations et depuis hier, dimanche, eh bien, celles-ci ont commencé. Avec donc des blindés qui circulent, des contrôles d'identité, c'est ça? Oui, tout à fait. Sur les très nombreux ronds-points de Mamoudzou ou d'autres communes de Grande Terre, on peut constater une forte présence policière. Et également les gendarmes mobiles ou encore la CRS 8 ou le RAID qui, dans les bidonvilles, la plupart du temps sur les hauteurs et dans la jungle, eh bien, investissent ces lieux et donc expulsent des clandestins et détruisent donc des cases en tôle ondulée qui sont illégalement présentes sur le domaine, principalement le domaine public. C'est-à-dire que donc concrètement, il y a un contrôle d'identité, quelqu'un n'a pas de papier français, il est envoyé dans les centres de rétention? Oui, tout à fait. Alors le centre de rétention administratif de Pamendi à Petite-Terre est, paraît-il, plein. Mais par contre, un autre a été créé dans la MJC de Msapéré, au sud de Mamoudzou. Et actuellement, eh bien, ceux-ci se remplissent. Et la petite inquiétude de la population locale est savoir ce qui va se passer ces prochains jours, puisque comme vous le savez, les autorités comoriennes ont refoulé donc
le bateau avec des clandestins d'origine comorienne qui donc sont revenus au centre de rétention administrative de Petite-Terre à Pamandzi. Et la population locale se demande très légitimement si d'ici 2 ou 3 jours, avec ces arrestations et ces reconduites dans les centres de rétention, si ceux-ci sont pleins, si les Comores ne récupèrent pas leurs ressortissants, que va-t-il se passer? Est-ce que l'opération Wambushu va continuer? Est-ce qu'elle va s'arrêter? Est-ce qu'elle va être bloquée? Voilà où on en est aujourd'hui, après à peu près 24 heures du début de cette opération. C'est étonnant ce refus des Comores d'accueillir les bateaux avec leurs ressortissants, selon vous? Non, puisqu'il y a un litige entre l'Union des Comores et la France à propos de Mayotte française. L'Union des Comores et Moroni revendiquent Mayotte comme étant comorienne. Le peuple mahorais, comme la France, considère que depuis les années 1840, la souveraineté de la France s'applique à Mayotte et que Mayotte est entièrement française. C'est un litige très ancien et malheureusement, on en est encore là. En tout cas, en attendant, le déclenchement de ces expulsions a donc provoqué des émeutes sur place. Vous l'avez vu de vos yeux? Oui, mais malheureusement, j'ai envie de vous dire ici, la violence, la délinquance de nombreuses bandes de mineurs isolés est quelque chose de quasi quotidien. Des cocktails Molotov, des caillassages, des agressions violentes. Ici, c'est le quotidien de la population. D'où le fort soutien de la population civile, qu'elle soit originaire de métropole, d'Afrique, de Madagascar, des autres DOM, vis-à-vis de l'opération Wambushu, pour essayer de reprendre le dessus sur ces bandes et d'essayer de stopper, de contenir l'insécurité qui ici pourrit complètement la vie au quotidien de la population. Avec des bidonvilles que vous avez pu voir vous-même? Ah oui, malheureusement, des bidonvilles qu'on voit très facilement depuis la route, qu'on voit dès qu'on prend des chemins, des bidonvilles où la majorité de la population se comporte très correctement. C'est qu'une minorité de mineurs isolés et de délinquants qui pourrissent la vie des bidonvilles. Et en plus, il faut rajouter à ça l'insalubrité des bidonvilles, des cases ondulées, sans eau ni électricité, en plein milieu de la boue et de la jungle. C'est très particulier et c'est très choquant lors d'aujourd'hui que le 101e département français soit dans cet état. En tout cas, merci beaucoup Pierre de nous avoir répondu depuis Mamoudzou à Mayotte. Merci beaucoup. Autre sujet, Félix, toujours plus d'évacuations d'étrangers au Soudan. Oui, les 9 jours de combat pour le pouvoir entre armées et paramilitaires ont déjà fait des centaines de morts sans aucune issue en vue. Explosions, raids aériens, tirs ne s'arrêtent pas à Khartoum et dans d'autres villes. Mais en attendant, les capitales étrangères sont parvenues à négocier des passages avec les deux belligérants. D'un côté, l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant de fait du Soudan, et de l'autre, son adjoint devenu son rival, le général Mohamed Hamdan Daglo, qui commande les forces de soutien rapide. C'est ce que nous explique Marc Lavergne, directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste du Soudan. C'était son numéro 2, mais c'est pas un général, c'est un mercenaire, un supplétif de l'armée au Darfour. Et donc il a recruté des gamins dans les camps de réfugiés, etc., tout ça qui n'avaient pas de travail. Soit ils partent en France, ils essaient de traverser le désert et la Méditerranée, soit ils s'embauchent comme mercenaires. Finalement, on a 2 crocodiles qui se battent dans le même marigot pour prendre quoi? Les richesses du pays. Au départ, c'était le pétrole, mais le pétrole, il est resté pour la plupart au sud Soudan, donc ils n'ont plus grand-chose là-dessus. Mais c'est l'or. L'or, il y a de l'or partout. C'est la rue vers l'or dans tous les déserts. Tout le monde quitte son travail pour aller chercher de l'or. Et c'est les mercenaires, les fameux, les gens de Mohamed Hamdan Dagalo, qui contrôlent ça. Donc ils empochent l'or et ils l'envoient brut à Dubaï. Et puis à Dubaï, il est raffiné, puis après, il est expédié en Suisse ou ailleurs. C'est vraiment la fortune du pays pour l'instant. Marc Lavergne du CNRS au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. La France, en tout cas, a fermé aujourd'hui son ambassade à Khartoum. C'est ce qu'annonce le ministère des Affaires étrangères. Cette ambassade ne constitue plus un point de regroupement pour ceux qui souhaiteraient fuir les combats dans la capitale soudanaise. Un mot, Philippe Bilger, c'est la France qui évacue tous les Européens parce qu'on a encore une base militaire à Djibouti. Oui, mais là, elle n'a pas le choix. Je veux dire, dès lors il y a 2 factions dont la principale préoccupation est d'avoir le plus d'or possible, la France doit faire de la sauvegarde
bavarde à outrance. Non, moi, dans ce qu'a dit Félix, moi je suis pas du tout expert de ces sujets, mais comment est-ce que ça se passe à Dubaï, la revente? Donc c'est quoi? Il y a un recel de matières premières? Non, c'est pas moi qui le disais, c'est Marc Lavergne. Donc je ne voudrais pas me camper en spécialiste. Oui, bien sûr. Vous pensiez aller à Dubaï? Non, mais je me dis ça peut être intéressant. Du coup, ça donne un débouché. Ça confirme que l'or rend fou, la soif de l'or. Les gens se tuent pour de l'argent, que ce soit sous forme d'or, que ce soit à Marseille, il y a encore un jeune qui a capré une balle. Enfin, ça rend fou. Et on termine par cette étonnante tradition japonaise, un concours de pleurs de bébés. Oui, des bébés habillés en sumo et portés par des sumos, c'est c'est le but. Et en fait, le but, c'est de faire pleurer son bébé en premier avant les autres. Pour y arriver, les employés du festival se promènent avec des masques de démons pour les effrayer. Sympa, hein, je regarde en même temps le psychologue Jean Dorido pour voir ce qu'il en sort. Je peux rien vous cacher. Une tradition censée. Je connais des bébés qui auraient gagné le concours, moi. Une tradition censée apporter la bonne santé aux enfants, figurez-vous. Ce festival des bébés sumo qui pleurent a fait son retour pour la première fois après 4 ans de pandémie. Le sumo des pleurs organisé dans les sanctuaires, dans les temples à travers tout le Japon, il attire beaucoup de spectateurs. Les bébés qui pleurent fort grandissent en bonne santé, assure l'un des organisateurs, qui se dit conscient quand même que cette tradition pourrait sembler un peu choquante pour un public non averti. Notez que les règles varient même d'une région à l'autre, puisque dans certaines, il faut faire pleurer son bébé en premier. Dans d'autres, c'est au contraire le dernier bébé qui pleure qui a gagné. Donc voilà, ça dépend des localités. Effectivement, un mot très court. Un mot très court, non, si vous voulez, c'est le darwinisme en réalité qui est appliqué ici, la sélection naturelle. On a ça aussi en France, cette espèce d'idée que tout ce qui peut endurcir fait du bien, parce que c'est l'histoire de notre espèce humaine, finalement, la sélection naturelle. Les plus faibles meurent. Le problème, c'est qu'à l'arrivée, ça crée des traumatismes pour un bout de temps. Ça fait travailler les psychologues en même temps. Ne parlons pas le Nord, ça fait marcher le commerce. Mais extérieurement, c'est assez choquant. Ça ressemble un peu à une corrida humaine, en fait. Ouais. Où justement, la bête de foire, c'est un humain et en plus un môme. Philippe Bilger, le mot de la fin. Le mot de la fin, non, j'ai rien à dire, ça paraît tellement aberrant. Pas de Japon bashing, on entend ça en France, genre les fessées, ça fait du bien, ça endurcit. Je suis passé par là, j'en suis pas mort. Enfin, tout ça est consternant. C'est pas sur le même plan. Non, c'est pas sur le même plan. C'est exactement le même plan, bien sûr. Je suis de l'avis de Philippe Bilger. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Tout de suite, notre premier débat. Faut-il maintenir le bouclier tarifaire sur l'électricité pour les entreprises? Vous êtes 76% à dire oui. Vous êtes entrepreneur, votre facture a explosé, vous pensez même à mettre la clé sous la porte, ou vous dites moi j'ai trouvé des solutions. On vous attend au 0826 300 300. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Jean Dorido, Tom Conan. C'est l'heure du grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le bouclier énergétique, Bruno Le Maire a annoncé cette semaine qu'il va être prolongé jusqu'en 2025 sur l'électricité. Aujourd'hui, on a un calendrier qui nous est dicté par l'Europe sur les entreprises qui nous autorise à mettre en place ce qu'on appelle le guichet jusqu'à fin 2023. L'État indemnise les acteurs alternatifs en leur donnant de l'argent public pour appliquer le bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire, il concerne les particuliers uniquement, ça ne concerne pas les entreprises. Qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont pas besoin d'aide. Mise en place pour limiter les hausses des factures des ménages français, le bouclier tarifaire sur l'électricité est maintenu jusqu'en 2025. Annoncé par Bruno Le Maire vendredi, cette mesure avait de quoi satisfaire tout le monde. Eh bien, pas tout à fait, puisqu'hier, le ministre délégué à l'industrie Roland Lescure a déclaré que le bouclier ne sera pour l'instant pas prolongé pour les entreprises. Contraint par l'agenda européen, le ministre explique qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont pas besoin d'aide et que, si nécessaire, la proposition pourrait être réexaminée à l'automne. Une annonce qui suscite le mécontentement et qui soulève quelques incohérences au sein du gouvernement. Pour vous, faut-il maintenir le bouclier tarifaire, en particulier pour les PME? Eh bien, vous êtes 76% à dire oui sur Twitter. On vous attend pour réagir, vous qui êtes entrepreneurs, vous qui êtes petit artisan, boulanger par exemple, et qui ne vous en sortez plus. On vous attend pour témoigner au 0826 300 300. Avec nous, Romain Le Goaster, industriel de bûches reconstituées, président du collectif Défense Artisans Fermes et Usines en Danger, l'ADAFUT pour la Bretagne. Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Romain Le Goaster. Et avec nous également Philippe Deveul, qu'on connaît bien dans les vraies voix, avocat de l'ADAFUT et de Antigone. C'est le syndicat du collectif des pendus. Bonjour.
Bonjour Philippe. Alors, Bonjour. on va commencer avec Romain Bonjour Legault-Aster. Philippe Bilger. Bonjour, maître de Veul. Alors, Romain Legault-Aster, vous êtes industriel en bouche reconstituée, c'est ce qu'on met dans les cheminées à l'hiver. Et si je ne m'abuse, votre facture d'électricité est passée de 5 000 € hors taxes par mois à 30 000 € hors taxes par mois. Oui, c'est exactement ça. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs, c'est que moi, quand je regarde un peu la fiche de mon entreprise, je coche toutes les cases. C'est-à-dire que je suis dans la transition énergétique, je valorise des déchets de bois, donc c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, et je suis de l'industrie, une petite PME industrielle dans le centre de la Bretagne. Vous Donc, avez comme combien de ça, on pourrait- salariés ? J'ai 9 salariés, donc D'accord, vraiment la c'est bien. TPE industrielle, voilà. Je suis sur un marché qui est en pleine explosion puisque tout ce qui est granulés de bois, bûches de bois densifiées, etc., les gens se sont rués sur mes produits pendant la fameuse crise de l'énergie, donc électricité, gaz, etc. Bon, donc je vais dire, moi, tous les signaux étaient au vert, c'était merveilleux. Une entreprise que j'ai repris en juillet 2019 qui avait de grosses difficultés, sur laquelle j'ai investi beaucoup pour robotiser, mécaniser, dans le cadre du plan de relance d'ailleurs, hein, puisqu'on a été aidé dans le cadre du plan de relance. Voilà. Donc là, jusque-là, une espèce de description merveilleuse. Voilà. Je suis une TPE, hein, c'est-à-dire que moi, je suis. Oui, toute 9 petite salariés, boîte, c'est une TPE, oui. 9 salariés, toute petite boîte, on fait un peu plus d'1 million € de chiffre d'affaires. Voilà. Et la surprise est arrivée. Donc, alors déjà, la première chose, c'est qu'on n'a pas été prévenu. Donc moi, déjà, l'année dernière, ma facture avait bondi de 50%, et là, elle rebondit de 350%. Alors quand j'entends les politiques dire les entreprises n'ont pas besoin d'aide, je ne sais pas dans quelle réalité alternative ils vivent, puisque c'est comme si demain, on vous disait que votre loyer était multiplié par 4, sans toucher à votre source de revenus qui est votre salaire. Je ne sais pas très bien comment on pourrait affirmer que vous n'avez pas besoin d'aide. Tom Conan vous posait une question. Oui, enfin, effectivement, ce que je trouve terrible, c'est qu'effectivement, ceux qui ont vraiment besoin de visibilité, c'est évidemment les ménages, mais c'est aussi quand même beaucoup les entreprises qui ont à faire des investissements, qui ont à se projeter dans l'avenir, et surtout qui embarquent d'autres personnes avec eux, en l'occurrence les salariés. Donc c'est quand même éminemment important pour eux de savoir se projeter. Mais donc du coup, pourquoi est-ce que vous rentrez pas concrètement dans votre cas dans les conditions du bouclier? Qu'est-ce qui fait que vous avez des seuils que vous dépassez ou dessous desquels vous êtes? Le constat que je fais, c'est une opacité absolue dans le système. Ouais. Moi, j'ai fondé ce petit collectif en Bretagne qui regroupe des agriculteurs, des artisans, des entreprises industrielles comme les miennes. Et on est déjà une quarantaine, une cinquantaine d'entreprises concernées. Et j'allais dire, il y a 40 à 50 histoires différentes. Alors la seule constante, c'est qu'on a tous une facture qui explose, mais il n'y a pas deux scénarios pareils. Donc déjà, la première chose, c'est dans les affaires, on dit quand on comprend pas bien, c'est qu'il y a un loup. Hein. Bon. Donc là, on comprend rien. Déjà, la première chose, c'est que c'est une opacité absolue. La deuxième chose, le bouclier tarifaire, mais attendez, c'est une blague. Vous augmentez de 40%. Et vous avez une aide de 20%, on peut comprendre. Mais quand vous augmentez de 400% et qu'on vous donne une aide de 20%, si vous voulez, en gros, c'est comme si on vous disait, bah, on vous met devant un poteau d'exécution et au lieu de mettre 12 tireurs, on en met 8. Mais oui, en gros, ça change pas grand-chose, quoi. Oui. C'est pas mal comme métaphore, oui. Jean Dorido. Alors, moi, j'ai une question pour vous. J'écoute bien sûr attentivement votre témoignage. Je me demande bien, précisément, 400% d'augmentation, qui est votre fournisseur d'électricité ? Alors écoutez, moi je vais vous surprendre, mais moi je suis un vieux conservateur et je pense que je pense qu'il y a des espèces de monopoles d'État, moi qui m'ont jamais tellement dérangé. Donc moi je suis chez EDF Canal Historique. D'accord. Et alors précisément, alors là, je vous remercie pour cette information qui me semble essentielle, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il est autorisé, parce qu'il y a quand même des règles en France, le commerce est soumis à des règles, il y a des contrats qui sont contractés entre fournisseurs d'énergie et un usager, ou là en l'occurrence une entreprise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, EDF, Canal Historique comme vous dites, a le droit d'augmenter de 400%. Alors, le coût de l'électricité qu'elle vend. On va faire réagir Philippe Deveul, maître Philippe Deveul, qui est avocat de l'ANAFUD et du collectif Antigone, c'est le syndicat du collectif des pendus. Est-ce que EDF ou les autres peuvent augmenter comme ça leur prix, vous me passerez l'expression, mais au petit bonheur la chance? Ou en veux-tu, en voilà. Alors accrochez-vous, je vais vous faire des annonces. Je tiens à vous dire que le prix du coût de l'électricité n'a pas augmenté, de l'électricité produite par les centrales nucléaires que dirige EDF. En revanche, le nombre de sociétés intermédiaires est au nombre de 23. C'est-à-dire que c'est la loi ARENH et la loi NOM qui ont permis
de multiplier la concurrence sur le prix de l'électricité qui est en fin de compte sur un marché qui est l'EPEX et qui est vérifiable tous les jours. Vous avez un cours de l'électricité. Et c'est la loi ARENH qui a mis une base de calcul de l'eau d'électricité qui s'achète sur cette bourse à hauteur de 100 TWh. Donc c'est une usine à gaz, sans faire de jeu de mots. Non, mais là, on est bien justement sur la question, pas du producteur, mais du fournisseur, du distributeur. Mais à quoi ça sert d'avoir des fournisseurs? Oui. Étant donné qu'on a un coût d'électricité qui est fixe, plus ou moins, et assuré par les centrales nucléaires. Vous l'avez très bien rappelé, mon cher maître, ça c'est une loi, c'est le législateur français qui a... Parce que, non mais il faut quand même rappeler que pendant des années, on a entendu un discours libéral qui disait la concurrence, c'est bien, la concurrence, ça va faire baisser les prix. Et là, aujourd'hui, tout le monde est un petit peu groggy, c'est la gueule de bois au réveil. On se rend compte que la concurrence, ça peut faire baisser les prix, ça peut les faire aussi flamber. Et c'est précisément ça le problème auquel on assiste en ce moment. J'aimerais, comme Philippe Deveul est en général très clair, c'est quoi la dénonciation que vous faites? C'est que des intermédiaires se gavent? Essayez d'être clair pour le chroniqueur le moins doué dans ces domaines ici, Philippe. Vous êtes d'un réalisme à votre égard impressionnant. Voilà. qui me manque dans les débats que j'ai eus avec lui. Eh bien, évidemment, puisqu'il y a un marché, il y a une bourse, il y a un prix. Il y a un prix d'achat, il y a un prix de vente. Et tous ces intermédiaires sont des sociétés cotées en bourse. Donc ce sont elles qui engrangent les bénéfices de ces hausses. Mais attention, c'est en fin de compte un système qui est complètement vicié, puisque on calcule le prix de l'électricité sur les 10% de l'énergie la plus chère pour produire l'électricité. Parce que, hormis les centrales nucléaires qui produisent une électricité à un coût fixe, vous avez le gaz, le pétrole, le charbon et l'énergie éolienne. Or, le gaz a augmenté de 20%, a augmenté de 60% sur les 2 dernières années. Moi, j'ai une question pour vous, cher maître, et puis aussi pour notre invité qui fait des bûches. Est-ce que votre fournisseur d'électricité, c'est RTE ? Pour être tout à fait clair et pour bien comprendre, comme le demande Philippe Bilger. Romain Le Goster, pour rappel, réseau de transport d'électricité. Le fournisseur d'électricité, historiquement, qui était EDF en réalité. C'est ça. Voilà, moi je confirme en tout cas que moi, mon fournisseur d'électricité, c'est EDF. Et est-ce que c'est RTE qui vous achemine le courant chez vous ? Alors moi en fait j'ai un contrat unique, oui tout à fait. Moi je vous dis c'est un. Il n'a pas bougé, il n'est pas allé ailleurs. Il n'a pas bougé. Je suis pas allé moi-même. Je vous dis une fois de plus, je suis pas allé spéculer. Alors sachant que moi mon cas j'ai une multiplication de 400% de ma facture et dans notre collectif, parce que ça me semble quand même important de rappeler que là on est en train de parler entre guillemets de l'économie réelle. Hein. Moi j'étais tout à l'heure avec une jeune femme qui était en larmes, qui a une minoterie donc qui fait de la farine de blé depuis des générations et des générations. Et qui passe d'une facture de 7 000 € à 63 000 €. Alors oui, eux, effectivement, sont allés voir, peut-être des fournisseurs un peu plus ésotériques. Mais on est en train de parler d'entreprises, de PME sur des territoires ruraux, qui sont là parfois depuis des générations et des générations, et qui risquent de disparaître d'un trait de plume, parce que il y a quelque temps, des gens très, très intelligents ont décidé de créer ex nihilo pratiquement soi-disant un marché concurrentiel sur l'électricité, en oubliant en fait qu'il y a des acteurs qui revendent de l'électricité, mais des producteurs en tant que tels d'électricité, il n'y en a pas 40 000. Hein. Non, c'est clair. On part au 0826 300 300 avec notre auditeur du jour. Rebonsoir Benoît. Rebonsoir. Est-ce que pour vous, il faut maintenir le marché, maintenir le bouclier tarifaire sur l'électricité pour les entreprises? Moi, je pense qu'il faut le maintenir. Et j'irai même plus loin, je pense qu'il faudrait même maintenir celui sur le gaz. Oui, alors le gaz, ça va pas être maintenu a priori, puisque d'après le ministre, le cours du gaz ayant baissé depuis l'invasion de l'Ukraine, il n'y a pas de raison de le maintenir en route. Alors c'est bien pour ça que je précise que non seulement je laisserai celui sur l'électricité, mais je laisserai aussi celui sur le gaz. Le cours, il va baisser, il peut monter, il peut rebaisser, il peut fluctuer d'une façon ou d'une autre. Et puis bon, on commence un peu à connaître Monsieur le maire, donc on a un peu tendance à se méfier de ses propos. Moi, je voulais rappeler
rappeler quand même quelque chose. Moi, une question que je me pose, c'est est-ce que ça doit toujours être aux Français ou aux entreprises, qu'elles soient des TPE, des PME ou des grandes entreprises, est-ce que ça doit toujours être à nous, particuliers ou entrepreneurs, de payer les erreurs stratégiques ou les choix politiques, idéologiques ou électoralistes de politique? On va poser la question. Qui veut répondre entre Romain Le Goaster ou Philippe Deveul? Et après, on donne la parole à Tom Conan qui l'attend depuis tout à l'heure. Écoutez, moi, je vais répondre Romain Le Goaster. Vous savez, moi, je suis en Bretagne. En Bretagne, il y a eu un procès il y a quelques années très connu et qui a eu un retentissement important, qui était le sang contaminé. Vous vous rappelez de ça? Oui. En fait, au moment du sang contaminé, on a inventé un concept pour les politiques qui était responsable, mais pas coupable. Oui, c'était Georgina Dufoy qui avait dit ça sur un plateau de télévision. En fait, c'est devenu l'alpha et l'oméga de l'organisation politique en France. C'est responsable, mais pas coupable. Moi, j'invite tous les gens qui vous écoutent et à regarder les interventions de la commission d'enquête parlementaire sur la souveraineté, la perte de souveraineté de la France. Ça se regarde comme une série télévision, tellement il y a de rebondissements, etc. C'est un scandale. Il y a quelques temps, il y a Arnaud Montebourg qui a témoigné, Henri Proglio, enfin beaucoup de gens. Voilà. Et en fait, François Hollande, Nicolas Sarkozy. Quand vous écoutez un certain nombre de témoignages, écoutez, il y a un siècle, ces gens-là seraient passés au tribunal pour haute trahison. Voilà. Mais sauf qu'en fait, on continue à leur donner la parole, ils continuent à être invités sur les plateaux, etc., etc. Moi, je vous dis en tout cas, l'addition, elle se paye sur nos territoires. Elles vont se payer avec une force terrible, parce que là, c'est la France qui travaille, là, qui est en train de crever. Hein. Là, c'est les gens comme moi qui se lèvent tôt, qui sont propriétaires de leur outil de travail, avec des salariés qui n'ont pas tellement de plan B et qui, eux, se lèvent pour aller travailler. Donc, si les gens comme nous, on n'a plus la possibilité de travailler, on va faire quoi? On va tous s'inscrire en fac de sociaux à Rennes? On va faire quoi? alors, en fait, je vais juste revenir. Vous aurez Philippe Bligère comme prof de droit, donc vous serez content. Non, moi, je serais le mai 2023. Moi, ce qui me frappe tout ça, c'est que Macron, vous savez, il y a quelques jours, il a donné une interview aux Parisiens vendredi dernier, et il est revenu un petit peu sur son projet pour l'avenir. Il a dit notamment: ce qui m'importe, c'est que le pays avance. Et en fait, j'ai un peu regardé tout ça. Il a beaucoup insisté sur la réindustrialisation. Donc du coup, le fait de rapatrier des industries parties ailleurs en France, de relocaliser des emplois dans une perspective à la fois de sauvegarde de l'emploi, de développement économique et aussi, comme vous savez, de diminution de l'impact carbone. Donc évidemment, tout ça est très bien. Mais en fait, on voit que là, avec les points qu'on est en train d'envisager, c'est totalement contradictoire, parce qu'une fois qu'une entreprise elle est confrontée à des difficultés de ce type, avec des explosions de factures d'énergie, et une fois qu'elle est en difficulté, qu'elle doit déposer le bilan, après c'est trop tard et on doit repartir de zéro. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que on a l'impression qu'on a des discours comme ça, voilà. Donc il y a des entretiens dans les médias, fleuves, avec beaucoup de très bonnes idées, et il n'y a rien qui est cohérent ensuite concrètement sur le terrain. Philippe Deveul, sur le terrain, on a parlé avec notre ami là, Romain Le Goaster, qui lui fait des bûches. Oui. Mais vous, avec le collectif Antigone, le syndicat des pendus, et même la DAFUD, il y a des artisans, etc. Où en est la situation? Là, on parlait pour une petite entreprise industrielle, mais il y a des gens qui ont une grosse facture d'électricité et chez qui on va tous les jours. C'est les boulangers, par exemple. Comment ça se passe pour eux? Tous ces gens-là, quand ils m'ont contacté, pour lesquels j'ai donné des conseils, ils ont fermé boutique, ils n'exercent plus. Ils ont fait faillite, ils ont été liquidés. Et le problème, c'est de partir trop tard. On perd une guerre quand c'est trop tard. Et là, justement, j'ai rencontré des industriels, des PME, etc., qui, elles, ont encore de la trésorerie et peuvent agir. Mais quant aux autres, c'est fini. Autre chose étrange, c'est qu'il y a une TPE de Limoges qui nous a contactés, qui était une franchise de casino avec 3 employés. La facture était passée de 4 000 € à 20 000 € et ils étaient presque en fin d'activité et j'étais prêt à agir juridiquement et judiciairement. Ils ont adhéré à Antigone et comme par hasard, une cellule de crise de la préfecture a dit: bon, écoutez, on passe l'éponge là sur les 20 000 € et vous n'aurez qu'à payer à peu près 5 000 €. Est-ce que ça vous convient? Eh ben, ils ont pris. Mais alors pourquoi ça s'applique avec parcimonie par-ci par-là et que ça ne s'applique pas pour tout le monde? Il y a quand même des choses assez étranges. Jean-Henri Dauvergne. Pour moi, de tout ce que j'entends, la question, c'est pas la question du bouclier tarifaire. La question, c'est qu'il y a un problème au niveau de la loi. Et il y a des prix en France qui ne sont pas libres. On connaît le prix unique du livre. Les médecins, ça vient d'être entériné aujourd'hui, passent de 25 € à 26,50 €. Ça les fait rêver, les médecins. Ah oui, c'est un scandale. Toutefois, ça rappelle à quel point le prix d'une consultation chez le médecin en France n'est pas libre. Tout ça est réglementé et il est
complètement inconcevable qu'en France, il y a quand même le commerce est réglementé, on puisse avoir un contrat qui permet de multiplier, d'augmenter de 400% la fourniture, quel que soit le bien, que ce soit en l'occurrence du jus ou que ce soit n'importe quoi d'autre, on ne peut pas augmenter de 400% du jour au lendemain. Ça n'est pas. Mais ce sont les contradictions de notre pays qui nie un pays vraiment libéral et qui nie vraiment un pays socialiste. Et d'ailleurs, je pense aussi qu'à titre d'exemple, il y a l'Espagne et le Portugal qui sont sortis du marché européen de l'énergie à titre provisoire, mais qui leur auront permis d'avoir des prix très abordables en matière d'énergie. Je me demande pourquoi on s'accroche à cette Union européenne qui pousse nos entreprises dans le vide. Mais justement, au sujet de ce que vous venez de dire, il paraît qu'on ne pourrait pas faire ce qu'ont fait l'Espagne et le Portugal. Qu'en pensez-vous? Très court, il reste 28 secondes. Tout dépend, c'est la volonté politique qui commande. S'il n'y a pas la volonté politique, il y a une idéologie politique dans ce gouvernement qui est européiste et mondialiste. Tant qu'ils auront ces barrages ou ces limites, on ne pourra rien faire. Et je peux vous dire que le nombre de faillites a augmenté. Il y a eu 50 000 pour 2022 et il faut multiplier par 2 le nombre de cessations d'activité qui ne sont pas comprises pour des faillites. Des cessations d'activité. Merci beaucoup Philippe Deveux, l'avocat de l'ADAFUD et l'Antigone, syndicat du collectif des pendus, et Romain Le Goaster, industriel de bûches reconstituées, président du collectif Défense Artisans Ferme et Usines en Danger, donc l'ADAFUD pour la Bretagne. Verdict sur Twitter, vous êtes 77% à penser qu'il faut maintenir le bouclier tarifaire, avec beaucoup de commentaires. Il faut surtout retrouver notre indépendance énergétique en sortant du marché européen de l'électricité. C'est un leurre, le bouclier, c'est nous qui le finançons avec nos impôts, etc., etc. On se retrouve tout de suite pour le quiz. Eh bien, préparez-vous, il est très chaud. On est chaud. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger. Très chaud, hein, c'est toujours très chaud. Puis là, le Kikadi, là, ça va être très chaud. Avec Philippe Bilger, vous l'avez entendu, Jean Dorido et Tom Conan, notre auditeur du jour, Benoît de Limoges, est toujours avec nous. Ça va, Benoît, depuis tout à l'heure? Tout ça va, nickel. Bon, vous voulez toujours vous confronter à Philippe Bilger. Il faut le dire. C'est quand même l'objectif. Oui, oui. C'est surtout qu'il me fait moins peur que les deux autres. Benoît est très lucide. C'est parti parce qu'on n'a pas trop de temps. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors, on a 2 questions hors Kikadi et après, c'est des Kikadi. Question canicule. Dans les prochains jours, quel pays européen va faire face à une canicule? L'Espagne. Bonne réponse de Benoît. En plus, il est bon, Benoît. Ouais. 2 points. Et les canicules nous emballent, oui. On rappelle. Deuxième question. Question exposition. Quelle est la particularité, tiens, ça se passe chez Jean Dorido, de la prochaine exposition organisée jeudi prochain au musée d'art contemporain de Lyon? Elle a été interdite? Non. Il faut y aller dans une tenue un peu spéciale. Il faut y aller en tenue d'Ève? Oui, absolument. Joli Benoît. Ou en tenue d'Adam, selon qui vous êtes. Benoît, il a mauvais esprit, il répond à tout. Pour y accéder, il faudra obligatoirement être nu. L'expo s'appelle Incarnation, le corps dans la collection du Maclion. C'est incroyable. Jean-Philippe Bilger est en train de... Vous y allez, bien sûr. un partenariat avec Philippe Bilger est en train de réserver ses places de TGV sur son téléphone. Mais moi, je l'ai fait fuir. Je suis embêté en feuille de vigne, ils font pas ma taille. Oh, le prétentieux. On attaque les Kikadi. Question Kikadi. On peut tout à fait contester le président, mais on doit toujours lutter contre la violence et l'incivisme. Darmanin. Berger. Non. Non, pas bien. Madame Borne? Non. Fabien Roussel. Non. Jean-Luc Mélenchon. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Macron. Bonne réponse de Philippe Bilger. J'ai 2 points. Oui, 4 à 2. Question Kikadi. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut faire en 100 jours ce qu'il n'a pas fait en 6 ans? Comment la CGT, la nouvelle secrétaire. Non. Marine Le Pen. Non. Mélenchon? Non. Clémentine Autain. Non. Monsieur Ruffin? LR. Ciotti? Non.
Non. Ou Retailleau. Non. Larcher. Larcher, bonne réponse de Philippe Bilger. De manière parfaitement spontanée. Voilà, c'est ça, au 7e essai. Qui a dit le clivage mondialiste souverainiste ne cesse de faire gagner les mondialistes. Les souverainistes de gauche comme Chevènement ou Montebourg finissent toujours par voter pour le mondialiste Macron plutôt que pour la patriote de droite. Marine Le Pen. Non. Sandrine Rousseau. Non. Bardella. Non. Il était tout à l'heure sur Sud Radio. Éric Zemmour. Bonne réponse de Jean Dorido. C'était chez André Berkoff. Et c'est Éric Zemmour qui a dit ça. Question qui a dit. Tant qu'on ne retire pas cette réforme des retraites, on aura du mal à retrouver des relations de confiance. La secrétaire de la société. Bonne réponse, Sophie Binet. Bonne réponse de Benoît. Sophie Binet, je vous remercie, je ne me rappelais pas son nom. Il a futé, Benoît. Elle est bonne, hein, Binet. Hein. Oui. Franchement, elle est très active. J'ai entendu ce matin sur une émission concurrente, très bonne. Question qui a dit. Pour réussir tous les défis, il faut être à l'écoute, connaître la vraie vie des gens. Moi, mon bureau, c'est le terrain. Lui, il s'enferme à l'Élysée. Non. C'est pas M. Macron. Non. C'est drôle, Non, femme. j'ai entendu quelqu'un qui a dit ça. Femme Moi, mon bureau, socialiste du Sud-Ouest. Delga. Bonne réponse, Carole Delga. Mais vous l'avez dit en même temps avec Benoît. Non, Benoît admet que je l'ai dit avant lui. Hein. Benoît, vous l'avez dit avant ou après? Alors, moi, je l'ai dit certainement avant, mais je l'ai écorché. J'ai entendu Benoît le dire avant. Oui, ça m'aurait étonné. Et c'est confirmé dans le casque par un autre Benoît, non, Benoît, vous avez dit Carole, mais j'ai été le seul à dire. Il est tricheur, monsieur Bilger. Il est tricheur, et puis il n'y a pas Cécile de minibus pour l'aider. Exactement, allez, une dernière question, les vraies voix. Plus, malheureusement, depuis quelques temps. Qui a dit une seule solution pour retrouver l'apaisement, l'abrogation de la réforme des retraites? Laurent Berger. Non. Non. Socialiste. Et du Sud-Ouest aussi. Des Landes. Olivier Faure. Faux, Fréau. Non. Valo. Bonne réponse de Jean Dorido. 4, 6, 8, 12 à 4. C'est bien. Benoît, bel exploit. Bravo, Benoît. Un peu aidé quand même. On se retrouve dans quelques instants. Bravo, vous restez comme auditeur du jour. On se retrouve dans quelques instants à 18h30. Notre grand débat. Macron est-il plus déconnecté que jamais? Vous voulez réagir le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec ce trio de choc. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur de Libre propos d'un inclassable, publié à la Nouvelle Librairie. Bravo. Tom Conan, artiste et essayiste, auteur de Pollution, publié chez Albin Michel. Enfin, notre docteur en psychologie, créateur de l'application Zenfi, Jean Dorido. Tiens, votre dernier livre? Le bonheur est une science exacte. Et c'est chez Larousse. Surtout en écoutant Sud Radio. Mais exactement. Absolument. À 18h30, notre grand débat. Un an après sa réélection, Macron est-il plus déconnecté que jamais? Vous êtes 97% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Tout de suite, le coup de gueule. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est un coup de gueule contre l'incontinence verbale et les indignations à géométrie variable. L'affaire date du 4 avril, mais a fuité ce week-end. Le président LR de l'agglomération de Tours, Frédéric Ogis, aurait qualifié le maire d'hiver droite de la ville de Fondette, Cédric de Oliveira, je cite, de sale portugais. Une affaire qui est sortie dans les médias et qui a pris une proportion plus importante, puisque le député des Portugais de France, qui s'appelle Paolo Pisco, a écrit une lettre ouverte à Éric Ciotti, Olivier Marleix et à Christine Pires-Beaune, présidente du groupe d'amitié France-Portugal à l'Assemblée nationale. Une lettre remise à l'ambassadrice de France au Portugal, Hélène Farnaud de Fromont. Des propos qui ont choqué les franco-portugais et jusqu'au Portugal. Alors moi j'ai du mal à comprendre le peu de réactions dans la classe politique, les franco-portugais étant parfaitement intégrés à la communauté nationale, et également le silence des associations antiracistes, puisqu'aux dernières nouvelles, seule la LICRA a réagi. Mais comme pour la stigmatisation des Anglais après la funeste finale de Ligue des Champions au Stade de France, on doit pouvoir stigmatiser certains et pas d'autres. Alors j'espère simplement que les réactions ne vont pas tarder, l'image de la France à l'étranger n'étant pas franchement au firmament ces derniers temps.
Philippe Bilger, un mot? Vous avez totalement raison, Philippe. Même si les Portugais étaient désagréables et peu acceptés en France, on ne devrait pas parler d'eux comme ça. En plus, c'est un peuple, une nationalité qui est adorée par les Français. Et donc, je ne fais pas référence à Coluche qui disait ces Algériens qui viennent manger le pain de nos Portugais. C'était Coluche. Mais c'est vrai, c'est totalement scandaleux et vous êtes l'un des rares à en parler. Ouais. Jean Dorido. Alors, oui, c'est vrai que je tombe de l'armoire, ça paraît dingue, on a du mal à le croire, qu'un je vous le dis, moi je suis membre, comme je parle portugais, de l'association des journalistes lusophones, et c'est des amis journalistes lusophones qui m'ont envoyé les articles qui commençaient à sortir dans la presse, et j'imaginais pas qu'on puisse dire ça. C'est absolument inouï qu'un élu, en plus, puisse tenir des propos pareils, et puis c'est vrai, je rejoins votre coup de gueule, c'est une espèce de silence assourdissant, c'est les associations antiracistes en France, c'est quand même pas ce qui manque. Il y a que la LICRA qui réagit. Et on peut saluer la LICRA, effectivement, qui s'indigne à juste titre de ces propos, vraiment, j'espère qu'il va être radié de DLR, ces diplômes. Tom Collin. Oui, non, mais il faudrait que ça soit systématique. Il y a parfois des attaques comme ça contre des peuples, des cultures, des traditions comme ça, totalement gratuites et absurdes. Ça devrait être absolument systématique. Donc, c'est très très bien comme coup de gueule et c'est nécessaire de pallier un petit peu cette carence. Tout de suite, le top clic de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Se promener en motocross dans un centre commercial, ça semble être la toute dernière tendance, ça devrait être très tendance, ces derniers jours. Oui, le but étant ensuite de partager la vidéo de son exploit sur TikTok. Dernier exemple en date, vendredi dans la galerie commerciale Orvaux-Grandval, c'est au nord de Nantes. Les clients ont été sidérés d'entendre le vrombissement de ces 3 motos qui ont interrompu le bip des caisses, plus habituel. Tranquillement, les 3 motos entrent dans la galerie commerciale, empruntent même le tapis mécanique destiné aux caddies, aux chariots. Et puis ces petites motos traversent la galerie avant de ressortir. Il n'y a pas de son sur la vidéo publiée par l'un des pilotes, mais en tout cas, on a entendu un bruit énorme, a raconté à Ouest France une esthéticienne dans un bar à ongles. Ma cliente en a tremblé. Alors au-delà de la manucure ratée de cette cliente, la séquence aurait pu mettre les clients en danger, réagit la police qui a saisi les images de vidéosurveillance en espérant pouvoir identifier les fauteurs de troubles. Ce genre de scène, en plus de ça, s'est déjà multiplié avant Nantes, à Bordeaux, à Échirolles, en Isère ou encore à Brest, avec forcément un phénomène de mimétisme qui inquiète, une sorte de surenchère, vu que chacun y va de sa petite séquence ensuite partagée sur les réseaux sociaux. Réaction, Philippe Bilger, c'est surréaliste ces vidéos. Absolument, je suis frappé de voir à la fois à quel point on ne réprime pas ce type d'agissement et comme la faiblesse de l'État et des forces de police ou judiciaires qui ne parviennent pas à l'éradiquer développe l'arrogance des transgresseurs. Alors c'est à cette occasion qu'on a parlé de la pratique anglaise de renverser les gens qui font des rodéos. Comme ça, je crois que les Français payent 40 ans de culture de l'excuse. Je me rappelle toute mon enfance avoir entendu, je me rappelle même de François Mitterrand à l'époque à Vaux-en-Velin, justement, qui disait ces jeunes, il faut les comprendre, il faut quand même bien qu'ils s'amusent. À l'époque, quelqu'un volait une moto, justement, il ne la volait pas, il l'empruntait. Et voilà le résultat, 40 ans après, voilà ce que ça donne, une espèce d'impunité totale. Après, je pense que... Tom Collin, je voulais poser une question, mais quand un gosse va se faire renverser sur un travelator d'un hypermarché ou dans une galerie marchande, qu'est-ce qu'on va faire? Non mais c'est terrible effectivement. Moi je pense que c'est pas forcément la culture de l'excuse derrière, c'est aussi une espèce de folie qu'il y a sur les réseaux, effectivement notamment sur TikTok, mais pas seulement, pour avoir effectivement le contenu le plus original qui va ressortir dans l'algorithme. Il faut quand même comprendre que une grande partie des gens aujourd'hui dans les pays non développés sont un nombre incalculable d'heures par jour sur les réseaux, et ceux qui créent, c'est une petite partie des utilisateurs seulement. Ils veulent absolument ressortir, et l'algorithme il change tout le temps. C'est très 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 dur maintenant d'émerger sur des réseaux. Tout est permis justement pour pouvoir y arriver et exploser. Et Félix Mathieu, maintenant ouvrons la rubrique casserole. Alors, on en avait aujourd'hui où ça? À Poitiers par exemple. Arrivée de François Braun, ministre de la Santé au CHU de Poitiers, avec casserole à l'appui, écrit Laurent Gaudens sur Twitter. Il y en a eu aussi, par exemple, pour le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, du côté de Lyon.
Voilà, comité d'accueil de Pape Ndiaye filmé par nos confrères du journal Le Progrès. Notez que pourtant le ministère de l'Éducation nationale avait pris soin d'annoncer le déplacement au tout dernier moment, juste 2 heures avant, mais ce petit comité de casserole a eu le temps de se constituer. Des scènes similaires également près du Mans, à la prison de Coulennes pour Éric Dupond-Moretti, ou encore en Belgique, près du mini-sommet européen dans lequel se trouvait Emmanuel Macron. Quant aux intermittents du spectacle, ils promettent d'ores et déjà d'en faire autant ce soir lors des Molières à l'attention de la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Qu'est-ce que vous en pensez, les vraies voix? Ça va durer, les concerts de casseroles? Sûrement. Moi, j'avais été, alors que je ne raffole pas de la politique d'Emmanuel Macron, j'avais trouvé... Mais tu aimes les casseroles? Non, mais sérieusement, Tom, j'avais trouvé très dangereux les contacts qu'il avait au cours de ses pérégrinations, mais j'ai été rassuré parce que tout de même, et son service d'ordre prend des précautions très sérieuses. On ne sait pas où il va tout le temps, et par conséquent, même les casseroles... Tom, après, non, mais bon, c'est un moyen pacifique quand même de dénoncer, de continuer à s'engager dans ce combat. Moi, je trouve ça assez positif. Après, effectivement, il y a d'autres manières de faire sans doute. Il s'agit toujours d'attirer l'attention pour maintenir un petit peu l'idée, le combat dans les esprits. Ça peut paraître un peu désespéré, et en même temps, voilà, c'est pacifique, ça coûte rien et ça permet de continuer cette lutte. Jean Dorido. Alors oui, je trouve ça effectivement très très sain par rapport aux casseurs, par rapport même à ce type qui avait mis une claque au président. La violence, c'est inacceptable. Là, c'est la vraie tradition française, ça fait penser à Astérix et Obélix. Voilà, du bruit, des casseroles, c'est pacifique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Totalement ridicule. Et ça rappelle que ça n'est pas fait que pour la cuisine, les casseroles et les chiens à bois, la caravane passe. J'imagine Philippe Bilger t'apprendre sur des casseroles. Je trouverais ça génial. Je prendrais une poêle. Rémi Brica, d'ailleurs, là, Rémi Brica, absolument. On salue sa mémoire, il était bon. Merci beaucoup, Félix Mathieu. À 18h30, notre grand débat. Un an après sa réélection, Macron est-il plus déconnecté que jamais? Vous êtes 97% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix pour leur tour de table de l'actualité. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec ce trio de choc, Philippe Bilger, Tom Conan, Jean Dorido, et c'est l'heure du tour de table de l'actualité. Tu sais à quoi je pense? Je pense pas que 2 trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Vous avez raison, c'est exactement ce que je pense. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger voulait nous parler d'une information très triste qui est tombée, c'est Mathieu Lartaud. Ah oui. Il y a des commentateurs qui me tapent sur les nerfs. Comme je suis un beauf, je suis un sportif en chambre. Je n'aime jamais les commentateurs du foot. J'aime très peu les commentateurs du cyclisme. Et en revanche, pour le rugby, j'aimais assez Mathieu Lartaud, même si je n'aimais pas du tout celui qui officiait avec lui, l'ancien demi de mêlée. Dimitri Yachvili. Pas du tout. Mais Mathieu Lartaud, il était devenu pour moi presque un personnage familier sur la 2, les samedis en général. Comme avant lui, El Baladejo, voilà. Ou encore Couder. Voilà, et j'ai appris il y a quelque temps qu'il avait eu un cancer du genou, avait repris malheureusement de la vivacité, et hier ou avant-hier, il a dit avec beaucoup de délicatesse et de courage qu'on allait devoir l'amputer de la jambe droite. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, ce qui montre le courage de cette personnalité, il a dit: je m'y étais préparé depuis longtemps en réalité. Mais ça n'empêche que ceux qui se plaignent de petits bobos comme ça devraient réfléchir au fait que... Moi j'ai aussi aimé les propos du battant qui dit je serai là pour le premier match des Bleus le 8 septembre prochain à la Coupe du Monde. Je le commenterai au Stade de France et j'ai trouvé ça magnifique. Jean Dorido, Tom Conan. Mais alors je suis sous le choc parce que j'ai vu passer sur Twitter justement un de ces messages il y a quelques jours qui annonçait, très touchant, qui annonçait qu'il allait se battre, qu'il avait justement pour objectif la victoire. Et là j'apprends qu'il va y avoir cette amputation, et vraiment oui, j'ai une pensée pour lui, pour ses proches dans cette épreuve. Je trouve ça toujours très important de parler des choses dramatiques, encore plus quand ça concerne des gens qui sont a priori dans le milieu, disons des paillettes, ou de ce que les gens considèrent comme étant le showbiz ou les médias, qui sont des choses un peu abstraites. Derrière il y a des personnes
très concrètes qui sont parfois soumises à des drames. Ça arrive même beaucoup plus souvent qu'on croit. Et là, c'en est un exemple très beau. Et en même temps, on souhaite que ça se passe bien et qu'il puisse reprendre, continuer sa vie le plus normalement possible. Et tout notre soutien à Mathieu Lartaud. Et on espère qu'il commentera les Bleus contre la Nouvelle-Zélande sur France Télévisions le 8 septembre prochain pour le match d'ouverture de cette Coupe du Monde qu'on attend avec tant d'impatience. Tom Conan, vous voulez parler de la réforme du prix du carbone votée par le Parlement européen. Alors vous savez, c'est une nouvelle directive, c'est une nouvelle idée européenne qui est pas mal. Voilà, alors en fait vous savez, il y a quelques années, il y a eu les gilets jaunes qui étaient justement, qui faisaient suite à l'annonce d'une taxe carbone justement, donc qui avait finalement été retirée. Mais en fait le projet continue évidemment à progresser parce qu'en fait, en réalité, il y a une importance de mettre en place un prix du carbone. Comme vous le savez, en gros, le but, c'est de mettre en place une sorte de Nutri-Score à terme pour que, disons, de la même manière qu'on discrimine les produits qui sont trop gras, trop sucrés par rapport aux autres, il s'agirait de discriminer les activités, les produits qui sont trop consommateurs d'énergie et qui créent du coup des émissions de CO2 en volume trop important. Donc derrière, évidemment, il y a une bonne idée, mais concrètement, ça va forcément se matérialiser dans les prix. On a parlé tout à l'heure assez abondamment de l'explosion du prix de l'énergie et ça risque également d'accentuer le phénomène parce que donc effectivement le Parlement européen a adopté donc la réforme du marché du carbone qui va s'étendre dès 2017 au chauffage et au carburant pour les particuliers. C'est-à-dire qu'en gros, pour l'instant, ça va concerner les entreprises, donc il va y avoir progressivement effectivement un système de quotas qui existe déjà, mais qui va effectivement donner des droits à polluer aux entreprises. Donc celles qui pollueront trop devront acheter des droits à polluer à d'autres, et évidemment ces prix peuvent fluctuer. Et donc s'il y a beaucoup d'activités polluantes à mener sur une année considérée, vous pouvez être amené donc à débourser beaucoup d'argent pour pouvoir continuer votre activité. Et surtout, c'est quand même la nouveauté qui est effectivement un peu inquiétante, c'est qu'il va y avoir dans ce plan donc un deuxième marché du carbone, celui des particuliers. Donc dès 2027, les foyers devront s'acquitter du prix du carbone sur le carburant et le chauffage. Ce qui veut donc dire en gros, c'est comme une espèce de taxe carbone si vous voulez, sauf que c'est un système un peu différent, mais de fait, les entreprises seront obligées de le répercuter effectivement sur les factures. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un phénomène temporaire, c'est-à-dire qu'en réalité, avec le temps, le but de l'Union européenne, c'est de restreindre les droits à polluer au fur et à mesure que le temps avance, et donc ça va coûter de plus en plus cher. Jean Dorido, l'écologie, c'est le meilleur truc pour nous faire les poches? Alors écoutez, oui je pense, figurez-vous, j'ai lu ce week-end le tout nouveau livre de Marc Duguin, que je conseille, qui s'appelle Tsunami. Je l'aime pas. Écoutez, voyez, comme ça fait l'équilibre entre vous et moi. Excellent auteur. Je trouve que vous exagérez, c'est un auteur vraiment excellent. Et il vient d'écrire un livre qui s'appelle Tsunami. C'est une fiction politique sur un président élu en 2027 précisément. Et figurez-vous que le livre commence avec la création d'une taxe, un malus ou un bonus fiscal, c'est-à-dire qu'avec toutes les données qu'on a avec le big data, avec les GAFAM, pour chaque individu, eh bien, on vous évalue votre empreinte carbone et on établit une norme. Quand je dis on, c'est le gouvernement. Si vous êtes au-dessus, malus fiscal. Si vous êtes en dessous, bonus fiscal. Les auteurs sont souvent des prophètes. Alors, nous verrons bien ce que l'avenir nous réserve sur le sujet. Taxer les gens sur le carbone, alors que, je vais vous prendre un exemple au niveau de l'Europe. La France va devoir payer 500 millions d'euros d'amende parce qu'elle n'a pas développé assez les énergies renouvelables, et l'Allemagne, qui pollue le plus avec ses centrales à charbon, va pas devoir payer un centime. Est-ce qu'on se fout pas de nous? Si, mais pour avoir, Tom, vous approuvez, vous, si j'ai bien compris. Si vous voulez, fondamentalement oui, parce qu'en fait, concrètement, derrière, le réchauffement climatique fait qu'il faut bien des actions. Les actions les plus concrètes, c'est ça. En fait, c'est discriminer entre les produits ou les services qui sont fortement émetteurs de CO2 et ceux qui ne le sont pas. Donc, en effet, ça va être les centrales à charbon allemandes et pas les centrales nucléaires françaises. Jean Dorido, votre tour de table, parce qu'il nous reste un peu plus de 2 minutes. Alors, pour vous, il est plus qu'important de mettre davantage de moyens sur la santé mentale. Ben oui, écoutez, alors ça devient une tarte à la crème, et en même temps, tous les jours, l'actualité nous rappelle à quel point c'est un sujet essentiel qui manque de moyens. C'est un papier du Parisien aujourd'hui en France d'aujourd'hui. Un homme de 25 ans paraissait devant le tribunal correctionnel de Meaux. Il avait roué de coups sa compagne le 6 mars, vraiment des coups d'une violence absolument inouïe, et il a été reconnu à juste titre en état d'abolition du discernement. Il était sous l'emprise d'une bouffée délirante à ce moment-là. Il a donc été interné, et en fait c'est un garçon qui est symptomatique de la détresse de ces personnes en France qui vont extrêmement mal, qui n'ont pas le suivi nécessaire qui leur
leur permettrait de suivre leur traitement. Lui, il avait pris l'initiative d'arrêter son traitement parce que ces gens-là ne sont pas suivis. Et il faut vraiment de toute urgence mettre davantage de moyens sur la santé en général, évidemment, et sur la santé mentale. Les psychologues ne sont toujours pas pris en compte par l'assurance maladie. Il y a eu une enquête Ipsos récemment qui montre que plus de 60% des Français, depuis la pandémie, disent qu'ils vont mal psychiquement. Seule une personne sur 5 s'autorise à consulter. Pourquoi ? Le premier élément, l'argent. Ça coûte trop cher et on le sait. Sur la santé en général, quand il n'y a pas de prise en charge, quand il n'y a pas d'assurance maladie, les gens disent c'est pas si grave, ils reculent et c'est comme ça que la santé se dégrade. Donc il est urgent de mettre le moyen, le paquet sur le sujet. Même en dehors des chroniqueurs des vraies voix, il faut prendre au sérieux les problèmes de santé mentale. Parce que Jean a totalement raison. Moi-même, le premier, je n'en ai jamais ri, mais j'avais tendance toujours bêtement à dire que ça n'était pas une maladie, qu'on pouvait lui résister. C'était une ânerie absolue, mais sous l'influence de notre psychologue de Sud Radio, j'ai beaucoup changé ma dépression d'épaule. Moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont été ou qui sont toujours touchés par ça, mais dans des proportions inouïes, effectivement. C'est-à-dire que c'est des personnes qui peuvent très bien aller, ensuite il va y avoir un choc personnel, un événement, une grande déception, et ça peut les conduire vraiment au précipice, au bord du précipice. Donc c'est quelque chose d'absolument fondamental, et ça touche en effet beaucoup plus de personnes qu'on croit, et les moyens sont pas du tout à la hauteur. Et on a eu tous les week-ends une émission qui parle de santé mentale sur Sud Radio, c'est La Route des émotions, animée par notre ami Didier Meilran, qu'on salue. Dans quelques instants, notre grand débat. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Tom Conan, Jean Dorido. C'est l'heure de notre coup de projecteur. Le jingle, pardon. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Un jour pour jour après sa réélection, l'heure est au bilan pour Emmanuel Macron. Il est au plus bas dans les sondages de popularité depuis la crise des Gilets jaunes. 26,7% d'opinion favorable le 17 avril est décrié par la presse internationale. Le chef de l'État est conscient de la nécessité de se réengager dans le débat public. C'est pourquoi il a donné une longue interview aux Parisiens, à des lecteurs du quotidien. Pour lui, une chose est sûre, il n'a pas de leçon à le recevoir. Il faut pouvoir répondre aux défis du pays sans installer une habitude du mensonge ou du déni du réel. Est-ce que vous pensez qu'il a raison ou qu'il n'est pas déconnecté, qu'il parle vrai dans cette interview un an après sa réélection? Ou est-ce que vous pensez qu'il est plus déconnecté que jamais? Dans les deux cas de figure, un seul numéro de téléphone, le 0826 300 300 ou autre prendra vos appels. Avec nous, Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant, bonsoir. Bonsoir Philippe. On va commencer par un tour de table des vraies voix. Philippe Bilger, est-ce que pour vous, il est plus déconnecté que jamais? J'aurais moins peur de mettre un peu de nuance dans l'hostilité à l'égard d'Emmanuel Macron ce soir plutôt que demain. Dans la mesure où demain, j'aurai mon amie Françoise Degois face à moi et j'ai toujours un petit peu peur quand j'introduis une légère modération. C'est le côté infirmière de Philippe Bilger. Elle a souvent raison, mais pour être sérieux, il y a quelque chose que je n'ai pas aimé dans l'entretien aux Parisiens, mais je vais répondre à la question. C'est lorsqu'il attaque Marine Le Pen en faisant état de deux griefs fondamentaux, d'une part le mensonge et d'autre part le déni du réel, sans vouloir manquer de respect au président, il lui est arrivé en certaines circonstances de tomber dans ce double défaut également. Mais plus généralement, ce qui me frappe, et là Mickaël, je pense peut-être arbitrera, je n'ai pas le sentiment, même si c'est un peu un lieu commun sur les présidents, qu'il soit, et Emmanuel Macron en particulier, totalement déconnecté de la vie des citoyens. En revanche, et fini, en revanche, les citoyens le vivent tout le temps, lui, comme ça. Et probablement, il y a des raisons par les propos qu'il formule, mais je crois qu'il faut faire attention à ne pas lui prêter une image qui n'est pas forcément la bonne. Jean Dorido. Alors, sur la déconnexion,
tous les chefs d'État français, depuis toujours, sont déconnectés du citoyen lambda, parce que c'est un fait, ils sont tous issus de la grande bourgeoisie, il faut le rappeler, donc ce sont des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la vraie vie. C'était vrai pour Mitterrand, c'était vrai pour Giscard, c'était vrai même pour De Gaulle, qui est malgré tout très aimé, ça n'empêche pas. Simplement, ces gens-là, ils ne connaissent pas la vie du français moyen. Ce sont apparemment, c'est la grande bourgeoisie, il y a une tradition, de toute façon, depuis l'aristocratie en France, depuis la royauté, il y a une déconnexion, ça c'est un fait. Après, sur le président Macron en particulier, c'est qu'il n'a pas le talent de certains de ses prédécesseurs pour faire croire au contraire. C'est-à-dire que là où un Chirac, justement, était connu pour la sympathie qu'il inspirait aux gens, même un François Hollande qui faisait de l'humour, même un Sarkozy qui faisait des fautes de français exprès, passe-moi la salade, je te passerai la salière, etc. Non mais qu'est-ce que c'est passe-moi le sel, je te passerai la rhubarbe. Je te passerai la rhubarbe, voilà. C'était passe-moi le séné, en vrai. Bon, ils avaient tous leur talent, et c'est vrai que notre président actuel, manifestement, il ne sait pas donner le change, et voire même, c'est le contraire. Il donne vraiment, c'est un fait, le sentiment, à tort ou à raison, d'être complètement à l'ouest de ce que vivent les Français. Pardon, quand il parlait de la fin de l'abondance, il dit, ça va être la fin de l'abondance. Mais pour des millions de Français, il n'y a jamais eu d'abondance. Ça peut pas être la fin parce qu'ils n'ont jamais connu l'abondance, ces gens-là. Après, on est quand même dans un pays justement où on élit un roi et donc en fait, effectivement, on constitutionnalise le fait que cette personne est déconnectée parce que quand bien même elle ne viendrait pas de la grande bourgeoisie, on sort finalement cette personne du monde réel entre guillemets pour le mettre dans un palais. Déjà, c'est quand même déjà assez particulier et ensuite après pour l'entourer d'énormément de personnes, de fusibles qu'on appelle les ministres, qui ensuite pilotent des administrations avec des chefs de service et avec une administration pléthorique dans le pays qu'on connaît qui est la France. Donc tout ça effectivement crée des murs, des séparations vis-à-vis des différents problèmes que le président a amené à gérer. Donc ça c'est pas spécifique à Macron. En revanche, je pense que le problème peut-être qu'il y a chez Macron en effet, et on l'a vu avec la réforme des retraites récemment, c'est que finalement le pouls de la société, le pouls démocratique on pourrait dire, même si ça veut un peu rien dire, l'opinion publique n'existe pas, mais en revanche il y a bien des tendances et des tendances sociales lourdes, on pourrait dire. Macron, effectivement, les ignore assez souvent sur les inégalités, sur le niveau des revenus. Il y a beaucoup d'éléments et d'efforts que les Français sont censés devoir faire, mais qui sont impossibles à faire compte tenu de réalités fondamentales comme le salaire moyen, le salaire médian, etc. C'est ça qu'on peut lui reprocher. Michael Sadoun, pour faire le juge de paix avec les trois vraies voix. Bon, je vais quand même être jugé parti, puisque moi je m'inscris plutôt en faux. Alors d'abord, je pense que la seule fracture qui existe dans la société n'est pas celle entre le président de la République et le reste de la population. Je pense que ça a été décrit dans plusieurs ouvrages. La société est archipélisée, elle est multifracturée, et je pense que chacun d'entre nous sur ce plateau, on ne connaît pas exactement la réalité de tel ou tel Français. Je ne suis pas sûr, en plus, que ce soit la mission du président de la République que de rentrer concrètement dans la vie des gens. Un président de la République, ça n'est pas un maire, ça n'est pas un élu local, et on ne lui demande pas, je dirais, de compassion ou de proximité particulière avec le citoyen. Moi, ce que j'attends, c'est que le président de la République agisse bien pour son pays, et là, pour le coup, il y a un vrai débat sur ça. Philippe Bilger veut réagir. Michael, je continue, et parfois je suis normalement contredit, par à penser que l'opposition, la virulence contre Emmanuel Macron n'a rien de comparable avec l'hostilité politique qu'il y avait contre ses prédécesseurs, même parfois très insultante, parce qu'en réalité, il n'y peut rien, c'est son être qui déplaît profondément. Certains ne voudraient plus le voir. Et est-ce que ça n'est pas là l'étau dans lequel il se trouve? Il ne peut pas se débarrasser de lui-même. Ferait-il demain quelque chose de très remarquable? Il continuerait à baisser dans les sondages. J'en suis persuadé. Et ça, finalement, ça me donne une sorte de pitié démocratique pour lui, sans rire. Moi aussi, non, mais c'est pour ça que souvent, je me fais souvent le défenseur d'Emmanuel Macron, parce que je pense que parfois les colères qu'il déchaîne ne sont pas toujours rationnelles et ne sont pas toujours proportionnées à son action. Là, en l'occurrence, sur les retraites, d'ailleurs, je l'avais dit dans une émission qu'on avait faite un peu plus tôt, il a donné les vraies raisons, les finances publiques, la remontée des taux,
la possibilité de dégager des marges de manœuvre. En plus, il annonce des réformes qui devraient plutôt être populaires. L'augmentation des professeurs, peut-être revenir sur l'augmentation des salaires, qui est demandée par les syndicats depuis un certain temps. Mais je pense que Philippe a raison. La colère qui s'abat sur lui de temps en temps est un petit peu irrationnelle. Elle dépend aussi de son caractère, elle dépend de sa jeunesse, de son inexpérience. Et je pense que les Français ont un peu de mal avec ce jeune président à qui tout a réussi, qui regarde avec un peu de distance et parfois certainement un peu de mépris ceux qui de temps en temps ont eu plus de difficultés dans. Je reviens sur cette difficulté, me semble-t-il, manifeste à créer un sentiment de sympathie. Tous nos présidents, je vous rejoins bien sûr, Michael, sur l'archipélisation, Jérôme Fourquet, c'est vrai, vous avez raison. Pour autant, regardez les prédécesseurs du président Macron, typiquement, Jacques Chirac, on sait que c'était un bon vivant, il buvait de la bière, il mangeait comme quatre. Bon, François Hollande, il faisait de l'humour, il a été pris la main dans le sac, pardonnez-moi l'expression, sur son scooter pour coucher avec une autre. Donc il y a quand même des Français qu'on puisse reconnaître là-dedans, quel que soit le bord politique, je pense. Regardez, Sarkozy, on savait qu'il était fan de football, il faisait du vélo, sport très populaire. Mitterrand, certes très méprisant, très hautain, mais il parlait au peuple de gauche. À l'époque, ça existait. Et notre président, on a beau chercher quel élan de sympathie il peut créer à travers une passion, on ne trouve rien. C'est un séducteur. Et là, j'ai le sentiment que la séduction toute seule touche sa limite. Enfin, ça ne marche plus. Je suis d'accord. C'est parole, parole, parole. Je suis d'accord et c'est très intéressant. Désolé, j'en finis 3 secondes avec ça. C'est qu'on dit souvent qu'il est le premier président à avoir été élu 2 fois sans cohabitation, mais il y a une autre exceptionnalité qu'on ne note pas d'Emmanuel Macron, c'est que c'est le seul président qui n'a jamais été élu sur une adhésion à son personnage ou à son programme. Il a toujours été élu en rejet à quelqu'un d'autre, et en l'occurrence à Marine Le Pen et au Rassemblement National, qu'il continue d'appeler Front National, parce qu'il sait que c'est la seule carte à jouer pour lui. C'est le rejet de ce qui n'est pas lui. Donc je pense que les Français en ont marre de prendre à chaque fois une clé de bras démocratique à chaque élection et de voter pour quelqu'un qu'ils regrettent le lendemain. Moi je pense qu'on infantilise beaucoup les gens, les Français en l'occurrence, lorsqu'on dit, même si c'est vrai en effet, qu'il y avait une sympathie pour Chirac parce qu'il touchait le cul des vaches, ou il y avait une sympathie pour Hollande parce qu'il faisait des blagues, etc. En réalité, je crois pas. Il y a une maturité démocratique beaucoup plus profonde dans ce pays. Je pense que la plupart des gens sont beaucoup plus informés que jadis, pour des raisons objectives, la circulation de l'information, l'accès aux réseaux sociaux, etc. Les gens sont pas abrutis, comme on pourrait le dire. Ils sont quand même d'abord informés et en immersion, on pourrait dire, dans cette réalité politique et informative et communicationnelle. Et donc, en réalité, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que ce qui est reproché à Macron, et je reprends l'exemple de la réforme des retraites, évidemment, qui est très symptomatique. On pourrait prendre l'exemple des Gilets jaunes également. Ce qui est reproché dans ces combats-là, dans ces luttes-là, c'est pas que Macron sert pas un verre de rouge ou un morceau de fromage pour faire passer la pilule. Les gens s'en foutraient complètement s'il faisait ça, quand bien même il le ferait. Ou qu'il ait n'importe quel type d'attitude cool. Tout ça est généralement plutôt moqué. Une fois, d'ailleurs, il s'était même affiché sur TikTok en t-shirt. Tout le monde s'était foutu de lui parce que c'est pas ça qui crée de la sympathie. Parce que c'est fin. Je pense. Non, mais c'est même pas ça. C'est pas ça le sujet. Les gens sont pas là-dedans. Faut pas les infantiliser. C'est la verticalité du pouvoir, il me semble là, qui n'est plus du tout appropriée. Moi, je rejoins même quelqu'un comme Houellebecq qui disait qu'aujourd'hui la démocratie, ça doit avoir une forme aussi de relation directe avec les gens. Donc c'est la démocratie directe, mais ça peut être aussi d'autres formes de participation. Et finalement, ils gouvernent à l'ancienne, de manière très verticale, royale, et c'est plus ça qui est attendu par les Français. Mickaël Sadoun, le monarque républicain de 58, c'est de ça qu'on accusait De Gaulle. Oui, mais moi je pense que, je vais être encore en contradiction, mais je pense au contraire que les Français apprécient cela, mais qu'Emmanuel Macron ne dispose plus des pouvoirs d'un monarque tel qu'il était pensé par le général de Gaulle. On lui a quand même souvent reproché d'être inféodé à l'Europe, on lui a reproché son manque d'indépendance, on lui a reproché d'avoir soumis la France au vent de la mondialisation, d'avoir bradé notre filière nucléaire qui aujourd'hui nous rend dépendants des énergies extérieures. Donc au contraire, je pense que c'est très paradoxal, parce que les Français lui reprochent son autoritarisme, mais dans le même temps lui reprochent quelque part son manque d'autorité. D'ailleurs, c'est pas tellement paradoxal. On le sait dans notre vie quotidienne,
souvent les gens qui ont besoin d'être le plus rude sont ceux qui ont le moins d'autorité naturelle, et je crois que c'est ce que les Français aujourd'hui reprochent au président. On part au 0826 300 300. Notre auditeur du jour, rebonsoir Benoît. Rebonsoir. Alors, quel est votre avis à ce sujet? Bon, pour le moment, le moins qu'on puisse dire que c'est une majorité, 97% des auditeurs de Sud Radio qui pensent qu'Emmanuel Macron n'a jamais été aussi déconnecté. Quel sens de la nuance? Alors je vais essayer de faire un peu de nuance, malgré le fait que... vous vous bilgérisez. Non, surtout pas, parce que je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment, surtout par monsieur Tom Nolan. Cela dit, je pense que oui, monsieur Macron est complètement déconnecté, mais ça date pas de cette année, hein. Ça fait déjà 6 ans qu'il est complètement déconnecté. D'ailleurs, on le voit sur sa dernière intervention, comme quoi il ne doit recevoir de leçons de personne. Peut-être que ça serait bien qu'il écoute un petit peu les autres, surtout ceux qui ont un peu plus d'expérience que lui, peut-être aussi un peu plus de culture que lui, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être cultivé, mais qui ignore quand même beaucoup de choses. On l'a vu avec l'Algérie, on l'a vu avec l'Afrique, on l'a vu avec la Chine. Si vous me permettez, je vais commencer. Je vais vous lire juste le début de la définition de civisme de Larousse: dévouement envers la collectivité et l'État, et la participation régulière à ces activités. Moi, ce qui me pose problème avec M. Macron, c'est qu'il ne sert pas la France, il sert l'Europe. Et je pense que pour des gens qui étaient plutôt pour une Europe, pas forcément celle-ci, ça aide pas. Ça aide pas du tout à apprécier. Moi, je pense qu'un président, il doit faire nation, il doit rassembler, et c'est pas le cas. Benoît, on va faire réagir Mickaël Sadoun. C'est vrai que Emmanuel Macron parle tout le temps de souveraineté européenne, alors que les Européens n'en ont cure. Pour eux, la souveraineté européenne sur la défense, c'est les États-Unis qui décident avec l'OTAN. La preuve, il n'y a pratiquement pas un pays européen qui a acheté des Rafales français. Ils ont tous acheté des F-35. Oui. Est-ce que là, Mickaël Sadoun, c'est pas quand même un vrai souci, parce que la souveraineté européenne, ça veut rien dire. Non, mais là, on touche au fond du problème. Il y a 2 thèmes sur lesquels, notamment, j'ai relevé ça dans son interview. C'est sur l'immigration. Il parle de défendre les frontières européennes. Alors désolé, mais c'est déjà compliqué de s'attaquer à la réforme des frontières françaises. Alors, porter ce sujet au niveau européen et mettre d'accord l'unanimité des 26 pays qui restent encore dans l'Union européenne, c'est vraiment mission impossible. Donc quand il se lance dans ce genre de phrase, ça montre qu'il n'est pas sérieux dans ses ambitions. La deuxième chose, c'est sur le pouvoir d'achat. Parce que il parle énormément de pouvoir d'achat, d'augmentation des salaires. Il a dit que ça allait être dur encore pour les prix dans l'alimentaire, etc. Mais les prix dans l'énergie, le fait que la France soit aujourd'hui dépendante, quelle est l'énergie la plus chère d'Europe, on la doit à qui ? On le doit notamment à sa politique à lui et au fait qu'il a cédé aux injonctions d'une Europe qui fait tout pour détruire notre filière nucléaire. Donc je pense que si Emmanuel Macron veut être crédible dans ses ambitions, il faut qu'il recentre un petit peu son programme sur la France plutôt que sur l'Europe. Philippe Bilger frétille pour réagir. Non, mais je suis frappé d'abord qu'à aucun moment on a pris la peine de définir déconnexion. Hein. Je veux dire, parce que est-ce que ça veut dire que ce président est totalement étranger aux préoccupations majoritaires de son peuple? Je ne le crois pas. Deuxième élément, Tom, et votre point de vue et celui de Mickaël n'étaient pas contradictoires. Il me semble que ce qu'on reproche à Emmanuel Macron, c'est précisément une sorte de salmigondis présidentiel où il mêle ce que vous avez très bien dit sur le pouvoir vertical, mais en même temps une envie de proximité qui ne parvient pas à assouvir parce qu'il donne l'impression de n'être pas sincère. Et au fond, le troisième élément, il était tellement important que je l'ai totalement oublié. Si vous me permettez, je peux réagir? Oui, très court. En fait, c'est ça. Alors, M. Macron, il est un peu pénalisé aussi par les choix politiques, comme je disais tout à l'heure, et les stratégies un petit peu idéologiques qu'on a eues par nos anciens élus. Mais je pense que la plupart des politiques sont déconnectés. Vous savez, quand vous commencez à toucher grosso modo 6 000 euros par mois et que vous faites ça sur toute votre carrière, alors que grosso modo 80% des Français touchent moins et plus de 55% ne touchent même pas le SMIC, à peine le SMIC, ça ne peut que déconnecter. Et en plus, il y a le mépris derrière. Avant de donner la parole à Tom Collin, Philippe Bilger a retrouvé ce qu'il avait oublié. Oui, j'ai trouvé, j'allais faire un compliment à Jean Dorido, c'est quelque chose que je ne voudrais pas manquer. Vous avez pris l'exemple du football. Eh bien, il
est très important. Parce que Chirac s'en est servi, mais il connaissait rien. On le voyait ne pas connaître. Tandis que Emmanuel Macron connaît à fond le football, mais le traite de manière dogmatique, et ça ne lui sert à rien. Son entretien dans les vestiaires avec Kylian Mbappé était pathétique, par exemple. En tout cas, moi je veux lui dire par contre qu'il y a là où je vois quand même un gâchis dans la politique actuellement de Macron, et peut-être qu'il y aura des bonnes surprises, après tout, faut pas désespérer, c'est que justement, contrairement à ce qu'a dit monsieur, il a pas d'incitation à être déconnecté, mais plutôt l'inverse, puisque premièrement, c'est son deuxième mandat, il pourra pas en faire de troisième, donc c'est vraiment maintenant qu'il doit lancer la sauce, si j'ose dire, et essayer vraiment de montrer ce qu'il sait faire, et jusqu'où il veut aller, et comment il veut redresser la France, etc. Et ensuite, sur l'argent, il y a quelque chose finalement qui avait été reproché de manière absurde d'ailleurs à Macron avant qu'il soit élu, c'est qu'il ait de l'argent. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, dans le sens où justement, ça l'incite pas à rester uniquement pour l'argent, parce que justement, je pense qu'il s'en fout complètement de gagner 6 000 balles ou 10 000 balles par mois, vu qu'il a gagné avant pas mal d'argent. 10 secondes, Jean-Henri Naud, il mot de la fin, on s'en fout de ça. Juste pour Tom, je parle de sympathie, ça n'empêche pas l'intelligence. Les Français sont très lucides, très intelligents. La sympathie, ça existe. Et je rejoins Mickaël Sadoun tout à l'heure sur la différence entre un patron, au sens noble du terme, et un petit chef. C'est ces personnes qui, justement, par manque d'autorité naturelle, font un excès de zèle dans l'autoritarisme. Et là, quand même, c'est un vrai sujet, un vrai problème, me semble-t-il. Le mot de la fin, Mickaël Sadoun, en 20 secondes. Ce manque d'autorité se révèle peut-être dans son entourage, et je reprends un petit peu la formule d'Olivier Gisbert qui a dit qu'il était entouré que d'ectoplasme. C'est un peu dur, c'est un peu dur de le dire, parce qu'en plus il y a des personnalités politiques et qui ont la bouteille autour de lui. Darmanin ou Le Maire sont des bons ministres. Moi je trouve que ce sont des bons ministres, mais c'est sûr qu'Emmanuel Macron fait peut-être moins confiance à son charisme et à son autorité qu'un Nicolas Sarkozy par exemple. Merci beaucoup Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant. Toujours un plaisir de vous avoir. Verdict sur Twitter. Vous êtes 97% à penser qu'Emmanuel Macron est déconnecté. Notre auditrice du soir, ce sera Laetitia de Paris. Sur ce sujet justement, restez bien avec nous sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Jean Dorido, Tom Conan, Mickaël Sadoun est resté avec nous, et notre auditrice du soir, c'est Laetitia de Paris. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Et vous voulez réagir sur le deuxième sujet, c'est pourquoi Mickaël Sadoun est resté avec nous. À votre avis, est-ce que Macron est plus déconnecté que jamais? C'est ce que pensent 97% des votants sur le compte Twitter de Sud Radio. Oui. Et votre avis? Alors, un an après, je lis votre fiche, vous ne comprenez... Aujourd'hui, vous ne savez pas pourquoi il a été réélu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? On ne sait pas pourquoi, parce que déjà, après son premier quinquennat, il y avait beaucoup de personnes, enfin, la plupart des Français qui n'étaient pas pour la réélection d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, on a bien vu que très peu de personnes, finalement, ont voté pour lui. On avait un choix entre la peste et le choléra, et finalement, on a choisi la peste. Mais encore une fois, sur une très très peu partie des Français, puisqu'il y a eu très peu de votes pour cette élection-là. Et je trouve qu'au lieu de se dire qu'il a fait déjà beaucoup de bêtises pendant ces premières années, et aujourd'hui il réitère. Donc on a eu les gilets jaunes, on a eu la crise Covid où il s'est passé n'importe quoi, et aujourd'hui on a les retraites où là encore on a énormément de gens qui sont mécontents, mais on ne les écoute pas. Emmanuel Macron a été élu par une partie du peuple pour le peuple, et aujourd'hui on se rend compte qu'en fait il ne travaille que pour lui et ses intérêts. Je ne trouve pas qu'il ne sache pas faire ou quoi, il est juste méprisant, et tous ses propos depuis ces dernières années l'ont démontré tout simplement. Et donc voilà, je trouve que c'est un peu énervant d'entendre toujours qu'on lui des excuses alors qu'il n'en a pas en fait. Alors voilà. Laetitia, on va faire réagir les vraies voix. Mickaël Sadoun, vous qui êtes consultant, je vais réagir. On a l'impression que de toute façon, Emmanuel Macron a atteint un tel niveau de détestation qu'il est à 26% d'opinion favorable, et que s'il remontait à 30%, 33%, un tiers au lieu d'un quart, ce serait vraiment, comme on dit, et je vais utiliser un terme mécanique, le point mort haut, comme il y a le point mort haut dans un moteur thermique. Bon, après, il faut relativiser, c'est toujours pas le président le plus impopulaire de la Ve République. Oui, il est pire que lui. Hollande l'a été beaucoup plus. Oui, encore un effort. C'était très lent, François Hollande, et c'est pas parce que François Hollande était moins bon qu'il faut que le prochain soit encore plus mauvais. Au contraire, je pense que là, la France, ça fait très longtemps qu'elle est dans un mauvais état et qu'il serait temps de la rehausser. Et au lieu de ça, notre cher Emmanuel Macron ne fait que la démembrer.
nous diviser et nous appauvrir. Donc on voit vraiment pas ce qu'il fait pour nous en fait. Effectivement, il fait beaucoup pour l'Europe, mais on s'en fout un peu. Aujourd'hui, on veut la France. On n'a pas de moyens dans les écoles, pas de moyens dans les hôpitaux. Il a vendu une partie de l'électricité. Maintenant, il a envie d'échanger de l'eau des Français alors qu'on manque d'eau en France pour aller le vendre au Moyen-Orient. Et ça, c'est encore. On parle pas d'Alstom. Ce que je voulais dire, je voulais juste répondre à la question de Laetitia en l'occurrence, pourquoi il a été élu. Parce que dans ce pays, il y a un caillou démocratique qui fait vraiment du mal, qui s'appelle la diabolisation du Rassemblement national. Il n'est pas normal qu'une partie de l'échiquier politique soit placée non sur le terrain de la contradiction rationnelle, mais sur le terrain de la morale. On peut s'opposer au Rassemblement national qui, à mon avis, dit des insanités économiques, etc. et tout. Mais on le dit sur un terrain rationnel. Quand on a le même mécanisme qui marche depuis 40 ans et qui grippe la vie démocratique à chaque fois, on se retrouve avec des détestations irrationnelles. 10 secondes. Juste pour répondre à Michael Sadoun et à Laetitia sur le fait que notre président ne soit pas encore le plus détesté de la 5e, il y a une différence majeure, me semble-t-il, c'est que la presse française était extrêmement sévère avec M. Hollande, avec M. Sarkozy, je me rappelle de alors que j'ai le sentiment que la presse française reste encore à regarder le président actuel avec les yeux de chimène, à lui servir la soupe, comme on dit, et c'est d'autant plus étonnant qu'il soit si bas malgré cette aide médiatique, je dirais. Merci beaucoup. Oui, Philippe Bilger, un mot, 10 secondes. D'abord, c'est Angélique, ce que vous dites sur le regard des médias, ça n'est plus le cas. Deuxième élément, Laetitia m'intéresse beaucoup parce qu'elle a un talent pamphlétaire. J'aimerais savoir, sans qu'elle révèle rien de ses convictions, si elle a quelqu'un dans le monde politique qui lui plaît. On reprendra Laetitia parce qu'on a déjà dépassé le temps d'1 minute. On la reprendra à l'antenne, c'est promis. Non, c'est parce que vous avez été trop long. Merci beaucoup, Michael Sadoun, chroniqueur et consultant. Merci Laetitia, merci Philippe Bilger, Tom Conan, Jean Dorido. Tout de suite, les vraies voix citoyennes avec Stéphane Peu.